Toronto. Il a publié énormément. Je ne vais pas vous énumérer tout. Il va nous parler comment traiter la fibrillation auriculaire. Si l'approche par système MASH, et puis c'est quoi ces suggestions pour nous. Puis, j'aime ça toujours parler de quelque chose de speaker qui est plutôt personnel. Paul a quelque chose de similaire avec moi, quelque chose qui est unique. Que Paul, c'est un allophone, mais qui parle super bien français, anglais, de bas à un autre. Puis Paul est passionné. Comment améliorer les soins des gens. Puis c'est comme ça que j'apprécie ta présence, Paul. Plus, vraiment, ça nous fait chaud au cœur que vous avez pris le temps de venir, de nous parler de quelque chose qui vous passionne. Traiter les gens et comment améliorer les soins. Merci, Paul. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez me pardonner. Si je ne m'exprime pas aussi bien que je l'aimerais, vous allez me pardonner. Je vais faire le discours en français, mais tous mes diapos sont en anglais. Et s'il y a des questions, on aura beaucoup de temps à discuter. Je vais commencer par vous avouer que les idées que je vais vous présenter sont des idées en développement. On étudie la fibrillation auriculaire depuis 120 ans. Il y a beaucoup de développement, la pharmacologie du traitement, l'électrophysiologie. Pour ceux qui connaissent le métier, il y a beaucoup de développement dans les nouveaux traitements comme l'ablation. Évidemment, il y a de nouveaux drogues. Mais ce qui traîne en arrière un peu, malheureusement, et c'est ça que j'aimerais qu'on discute, ce qui traîne en arrière, c'est l'idée de gérer comme il faut cette maladie compliquée où les patients sont de plus grand part des patients âgés qui ont beaucoup de morbidité sous-jacente, qui compliquent un peu la gestion de la maladie. Et à mon avis, on a beaucoup d'espoir à bien améliorer la santé de nos patients avec l'AFA, sans même avoir des développements énormes. Évidemment, il y a des développements très importants dans le traitement de l'arythmie, dans le traitement de la prévention des CVA. Mais en plus, je pense qu'on a beaucoup d'opportunités à vraiment améliorer le système de soins, la gestion de les patients, et c'est ça que j'aimerais qu'on discute pendant 30 minutes environ. Alors, je pense que je ne dois pas vous convaincre que l'AFA est très importante. C'est une arythmie qui est en croissance, malheureusement, parce que, premièrement, on a de plus en plus les gens âgés dans notre société, comme nous tous. On a malheureusement à peu près un risque de développer dans notre vie de l'AFA d'environ de 25 %. Alors, le risque global pendant la vie est à peu près de 25 % de développer l'AFA. Et de plus en plus, nous avons des patients âgés qui vont survivre les autres maladies où auparavant ils mouraient des infarctus. Par exemple, maintenant, les gens continuent à vivre avec leur morbidité cardiovasculaire et ils deviennent dans leur groupe à plus haut risque de développer l'AFA. En plus, je vais vous présenter des données tantôt. Pas la majorité, mais une forte minorité des patients développent des symptômes très, très sévères de l'AFA. Et puis en plus, on va parler non seulement des symptômes, mais de la prévention des CVA. Le problème qu'on a avec les lignes directrices, c'est que les lignes directrices sont un peu compliquées. Les lignes directrices ne sont pas assez comme une recette, par exemple, pour faire la nourriture. Les recettes sont plus ou moins en principe simples. Quelqu'un peut faire la cuisson sans vraiment connaître comment faire la cuisine. Ce n'est pas aussi simple avec l'AFA parce que non seulement c'est important de lire et de connaître les lignes directrices, mais c'est très important de savoir avec l'effort de l'exercice, avec la répétition de voir les patients, comment vraiment gérer le problème. Je vais présenter d'abord un peu la gestion traditionnelle, la façon traditionnelle comment traiter le AFA. C'est peut-être une opinion, mais ça fait 10 ans ou 15 ans que quand je donnais des conférences, on parlait toujours du contrôle du rythme et du contrôle de la fréquence pour le traitement de l'AFA. Et ça, c'est un peu ce que je vais vous montrer dans les 2 prochaines diapos. C'est un peu la fondation
du changement de la gestion de l'AFA j'aimerais qu'on discute et j'aimerais qu'on change un peu la direction du traitement d'une façon, premièrement, le traitement médical et deuxièmement, les questions de système de santé. Il y a 10 ans, on parlait presque uniquement du traitement à l'AFA comme s'il y avait trois étapes à survenir ou trois aspects de l'AFA qu'il fallait traiter. Il fallait prévenir les thromboembolies. C'est toujours vrai, c'était vrai il y a 10 ans, maintenant c'est encore vrai. Le grand changement, c'est que maintenant nous avons des nouveaux médicaments qui sont supérieurs à la warfarine, à mon avis, et c'est reflété dans les lignes directrices. Ça n'a pas changé. À mon avis, ce qui a changé, c'est qu'on parle de moins en moins du traitement de l'AFA comme si c'était uniquement question de traiter soit le trouble de rythme par donnant des produits antiarythmiques, par exemple, ou faire même l'ablation, la cardioversion, de retenir au rythme sinusal ou bien de ralentir la fréquence. Maintenant, on parle de plus en plus comme toujours, prévention des thromboembolies. Ce n'est pas dans l'ordre le plus important, c'est un peu aléatoire qu'on a mis au milieu prévention des thromboembolies. Évidemment, c'est très important. Mais la chose également importante, c'est de pouvoir, si possible, de réduire la morbidité et la mortalité. Ce n'est pas aussi facile qu'on aimerait parce qu'il n'y a pas beaucoup de traitements, sauf la prévention des thromboembolies qui peuvent réduire la mortalité et la morbidité. Par exemple, les produits antiarythmiques, les ablations sont très efficaces peut-être, mais il n'y a aucune preuve que n'importe quel traitement, à exception des anticoagulants, vont réduire la mortalité et la morbidité, c'est-à-dire insuffisance cardiaque, mortalité cardiovasculaire. Mais nous avons pas mal d'évidence que le traitement, si bien géré, peut réduire les symptômes, peut améliorer la qualité de vie. Alors, notre but principal en traitant les patients en clinique, les systèmes de santé, médecins, infirmières et patients, c'est de, premièrement, améliorer la qualité de vie en réduisant les symptômes et, deuxièmement, en prévention des thromboembolies. Évidemment, si on peut prévenir les CVA, on va également améliorer la qualité de vie d'une façon indirecte, mais évidemment très, très importante. Alors, selon les lignes directrices, un peu généralement, on découvre la fibrillation auriculaire chez un patient, on traite en même temps le problème de thromboembolie en donnant des anticoagulants, soit l'aspirine ou des anticoagulants comme la warfarine ou les nouveaux anticoagulants comme la dabigatran et depuis récemment la rivaroxaban, et également de traiter l'arythmie même en réduisant la fréquence cardiaque ou également donnant des antiarythmiques pour prévenir les récidives de FA, pour maintenir le rythme sinusal. Ça, je ne veux pas discuter en gros les détails de ce genre de traitement, sauf que c'est le point de départ pour toute gestion de tout patient avec la fibrillation auriculaire, et c'est tout décrit dans les lignes directrices. Ce que je vais discuter, si vous me permettez, premièrement, c'est comment faire la bonne mesure, comment quantifier, si possible, la qualité de vie, parce que c'est un aspect très important du traitement des patients AFA, et de discuter avec vous les premiers petits pas qu'on fait à Toronto, mais évidemment, vous allez faire la même chose au Québec, et je vous félicite tous, surtout Dr. Huynh, pour l'ambition et les idées que vous avez, parce qu'à mon avis, c'est l'aspect le plus important maintenant, les pas à achever pour améliorer la qualité de vie, et le traitement de l'AFA, c'est dans les systèmes de santé et non pas en parlant d'un traitement ou d'un autre. Alors, je vous félicite pour le travail que vous faites, et je vais vous décrire un peu ce qu'on commence à faire maintenant à Toronto et un peu dans tout le reste du Canada dans la même direction. Alors, premièrement, quand on a devant nous un patient ou une patiente avec la fibrillation auriculaire, je pense que nous avons intérêt à savoir comment quantifier la qualité de vie. Évidemment, qualité de vie, c'est quelque chose de très difficile à décrire même, très difficile à mesurer, un peu métaphorique, un peu non quantifiable, mais on a quand même essayé, de la même façon qu'on quantifie
les symptômes avec un patient ou une patiente avec insuffisance cardiaque, avec le système de classification New York Heart Association, que je pense que vous connaissez tous, pour point 1 à 4 pour le montant d'essoufflement en effort, on a eu la même idée en essayant d'un peu de semi-quantifier le montant d'abaissement de qualité de vie parmi les patients avec fibrillation auriculaire. Alors, on se demande 3 questions pour chaque patiente avec AFA en voulant savoir quelle est la sévérité des symptômes, quelle est la sévérité d'abaissement de qualité de vie. On commence avec demander aux patients les symptômes de FA, de savoir ou de s'assurer que les symptômes du patient sont vraiment reliés à la FA. Par exemple, les patients avec maladie pulmonaire peuvent être essoufflés à l'effort et ça n'a rien à faire avec la FA. Alors, il faut s'assurer que les symptômes sont reliés vraiment aux troubles de rythme. Et la troisième question, peut-être la plus importante, de savoir jusqu'à quel point l'aspect fonctionnel du patient est corrélé avec le problème cardiaque. Est-ce que ça veut dire quelque chose en point pratique? Oui, ça veut dire que c'est peut-être très important. Quand on a fait nos études de qualification pour l'échelle de SAF, on a découvert que le patient, pardonnez-moi, je vous montre, il y a un diapo qui manque. Je vais vous faire souvenir que sur l'échelle SAF qui part de 0 jusqu'à 4, un SAF de 0 veut dire que le patient ou patiente n'a aucun symptôme qui est lié à l'AFA. Quelqu'un qui est tout à fait asymptomatique. Jusqu'à 4, un peu comme le New York Heart Association Class 4, classe 4 du SAF veut dire que quelqu'un qui a la qualité de vie qui est très basse causée par la fibrillation auriculaire. Et 1 jusqu'à 4, c'est tous les niveaux intermédiaires. Alors, si on regarde après un an, quelle est la probabilité ou quelle est la fréquence d'hospitalisation ou de présentation à l'urgence parmi les patients qui ont un SAF de classe 0, on voit qu'en moyenne, ils ont la probabilité de moins d'1%, c'est-à-dire 0,1 pourcentage d'hospitalisation parmi tous les patients pendant un an s'ils ont une diagnose de FA avec une qualité de vie qui est très bonne. De l'autre côté, si quelqu'un qui est le SAF classe 4, en moyenne, ils ont plus de 2 hospitalisations et presque 3 visites à l'urgence par année par patient. Alors, on voit un grand écart entre classe 0 et classe 4, plus de, disons, 25 fois plus d'hospitalisations et de visites à l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un lien très étroit entre les symptômes et la probabilité que les patients vont utiliser les systèmes de soins de santé ou bien les médecins vont hospitaliser les patients. Alors, je pense que c'est dans notre intérêt à faire pour chaque patient, à chaque visite, de quantifier autant que possible, de semi-quantifier, disons, la sévérité des symptômes pour savoir comment traiter les patients. Ce qui veut dire, évidemment, si une patiente a un SAF classe 0, on a toujours besoin de prévenir les thromboembolies parce que ça, le risque est toujours présent même s'il n'y a pas de symptômes, mais on n'a pas besoin de traiter les symptômes, on n'a pas besoin de traiter la fréquence, on n'a pas besoin de traiter les troubles de rythme si le patient a un SAF classe 0. Tandis qu'un patient en SAF classe 4, on a besoin de traiter, même s'il y a des traitements qui ont des risques, comme par exemple l'ablation, on a besoin de penser aux traitements qui peut-être ont des risques, mais si le patient souffre beaucoup, je pense qu'on a l'intérêt à être plus agressif dans notre traitement. Alors, si on prend en gros, comment est-ce qu'on peut changer la façon dont on traite les patients avec la fibrillation auriculaire? Quelle est l'envergure du problème? Ça, je vais vous donner quelques données qui viennent de l'Ontario, mais où on peut intervenir pour améliorer les soins de ces patients. Souvent, ils présentent à l'urgence. Alors, on va discuter un peu les données qui viennent des départements d'urgence des hôpitaux de Toronto. On peut intervenir en clinique pour les patients qui viennent comme outpatient ou bien des patients hospitalisés. Je ne vais pas discuter le troisième groupe parce que c'est un groupe assez compliqué.
On a très souvent les comorbidités sévères comme l'insuffisance cardiaque, post-infarctus, tous les cancers, toutes les maladies que les patients âgés, malheureusement, les maladies, les comorbidités qu'ont ces patients, et ça devient un problème très compliqué. Mais je pense qu'on a intérêt tous, comme les travailleurs dans ce système, de commencer avec les patients ou patientes qu'on peut traiter le plus facilement, où il y a la meilleure opportunité de vraiment de réduire la morbidité et les difficultés avec ces patients. Je vais vous décrire une petite histoire. C'est mon patient que j'ai commencé à traiter après qu'il est revenu des États-Unis, mais ça vous donne un peu un petit pictographe de ce qui se passe dans le monde, dans le grand monde, surtout en Floride, avec les patients avec la fibrillation auriculaire. Ça, c'est le problème. Alors, c'est un patient qui est propriétaire d'une agence de voyage. Il boit un peu trop. Il est un peu costaud. Il amène ses clients pour jouer au golf et boire le scotch en Irlande. À part de l'hypertension, il va très bien. Et il fait sa visite annuelle à Floride. Il est pendant un mois ou deux. Il est sur les médicaments que vous voyez. Et tout d'un coup, il commence à souffrir d'étourdissement, un peu de palpitations, mais sans douleur à la poitrine, sans angine. Il présente à l'hôpital, il n'y a pas de secret, il est en fibrillation auriculaire. Alors, les médecins l'examinent, il a la tension artérielle normale, il n'est pas en insuffisance cardiaque, son rayon X des poumons est quasiment normal. Il a la mesure des enzymes qui est normale. Et, après, on fait un troponine que je n'ai pas décrit, mais le troponine est normal. On lui donne un bloqueur calcique qui est approprié pour quelqu'un qui a une fréquence élevée cardiaque. La fréquence ralentit et puis après 2 heures, 2 heures et demie environ, si je me souviens bien, après 2 heures, il retourne au rythme sinusal. Il se sent très bien, son électrocardiogramme est normal. Alors, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Ce qu'on devrait faire, c'est lui donner congé de l'hôpital, lui dire bonjour, au revoir, va jouer au golf, va boire ton scotch et va voir Dr. Dorian dans 2 mois ou dans 1 mois que vous allez retourner à Toronto. Mais ce n'est pas qu'ils font. Ils commencent un peu le jeu. Ils font un CT scan de la cervelle, du crânium, je ne sais pas pourquoi. Il est admis à l'hôpital pour observation, ce qui est complètement inutile. Ça n'a rien à faire avec sa maladie. La probabilité qu'il souffre d'une maladie coronarienne aiguë est environ de 1/10 de 1%. C'est presque impossible. On lui donne les médicaments que vous voyez, on fait un écho, un Doppler, un cardiolite avec persentine. On lui conseille d'avoir un angiogramme qu'il refuse, heureusement. On lui demande sa carte Visa, il ne le donne pas. On demande à sa femme la carte Visa, elle ne le donne pas, heureusement. Il me dit, docteur, dites à vos patients que quand ils vont à l'hôpital en Floride, amenez pas vos cartes Visa parce qu'ils vont le voir. Alors, on lui donne congé après la 3e journée, on lui envoie une facture pour 33 000 $ et 33 $ et 34 sous. En plus, il y a tous les autres factures. Alors, ça, c'est le coût, pas seulement le coût en somme comme dollars, mais le coût en problème, ce qu'on a avec les fibrillation auriculaire. Et ce que nous voulons faire en Ontario, et j'aimerais vous conseiller que vous faites la même chose, je pense que nous avons un grand devoir devant nous, c'est de savoir comment, si possible, on va éliminer ce genre d'hospitalisation. Évidemment, ça ne va pas coûter 33 000 $ au Canada, ça coûte environ 5 000 $. Il y a des chercheurs à l'hôpital McGill qui ont fait des très bonnes études, qui ont publié assez récemment sur ce genre de patients. Et ça coûte au Québec environ, si je comprends bien, environ entre 4 000 et 5 000 $ en moyenne pour admettre un patient à l'hôpital avec la fibrillation auriculaire. Alors, s'il y aura un moyen d'éliminer ce genre d'hospitalisation, on pourrait épargner pas mal d'argent, peut-être pas 33 000 par patient. La chose importante à savoir, pour tout patient qui est admis à l'hôpital en urgence avec la fibrillation auriculaire, qui vont se convertir spontanément dans la majorité des cas.
Alors, ce n'est pas nécessaire forcément de donner un produit antiarythmique, d'admettre les patients à l'hôpital, parce que voilà un grand groupe d'études qui sont tous ramassés ici, un genre de méta-analyse, pour démontrer que si on donne le placebo, c'est-à-dire, ici c'est écrit 356 patients avec fibrillation auriculaire qui a une durée de moins de 3 jours, il y a une conversion en moins de 24 heures, il y a un taux de conversion spontanée de 73 %. Ça veut dire, en moyenne, si un patient arrive en urgence avec une NFA très récente, disons de 3 ou 4 ou 6 heures de durée, la grande majorité du temps, l'AFA va se convertir au rythme sinusal sans traitement. Alors, si on donne un traitement et le patient convertit au rythme sinusal, on pensait que c'est le traitement. Ce n'est pas le traitement. On peut lui donner également l'eau, la Coca-Cola, un café, n'importe quoi. Le patient va convertir la grande majorité du temps, même sans traitement. Et on n'est pas obligé de les admettre à l'hôpital, sauf s'ils ont des morbidités sévères sous-jacentes, par exemple comme l'angine, infarctus, insuffisance cardiaque, qui sont assez rares. Alors, quelle est l'ampleur du problème? Voilà une figure avec les données, un diapo avec toutes les données du nombre de patients par année en Ontario, dans tous les hôpitaux. Chaque petite barre dans le diapo signifie un hôpital. Alors, nous avons des hôpitaux à la gauche où il y a environ 500 patients par année qui souffrent de l'AFA, qui viennent en urgence. Et à la droite, il y a des petits hôpitaux qui ont peut-être une dizaine ou une vingtaine de patients par année. En tout, on a à peu près 20 000, ça c'est pour l'année 2007. Dans l'année 2010, on avait en tout à peu près entre 20 000 et 21 000 patients en Ontario qui sont allés en urgence pour le problème unique de la fibrillation auriculaire, sans morbidité sous-jacente. Alors, sans comptant les patients qui sont en fibrillation auriculaire, mais ils vont à l'hôpital parce qu'ils ont un infarctus, l'insuffisance cardiaque, un traumatisme, il y a tout un tas de choses avec les patients âgés, la pneumonie, etc. C'est-à-dire, le problème principal est la fibrillation auriculaire. Alors, en traduisant ça à la population au Québec, vous avez probablement entre 12 000 et peut-être jusqu'à 14 000 patients par année qui viennent se faire traiter pour fibrillation auriculaire. La chose intéressante, c'est qu'il n'y a aucune relation entre la probabilité d'être admis à l'hôpital et la survie des patients ou à la morbidité après. Alors, c'est la même échelle que vous avez vue dans le diapo auparavant. À gauche, c'est l'hôpital, c'est le plus grand hôpital, l'hôpital avec le plus grand nombre de patients souffrant de AFA. Et à droite, vous avez l'hôpital le plus petit. Vous voyez qu'il n'y a aucune relation entre la probabilité d'être admis à l'hôpital, qui varie d'entre à peu près 20 %. Alors, il y a des hôpitaux en Ontario où on est très, disons, agressif, entre guillemets, où on va donner congé à 80 % des patients, ou même plus, 85 %. Dans mon hôpital, où on a un programme qui se déroule depuis des années, à peu près 18 à 19 % des patients sont admis à l'hôpital, et la grande majorité, on leur donne congé d'urgence, on ne les admet pas, mais on les traite aussi bien qu'on peut. Et puis, on a un suivi très bien géré, un suivi qui se commence une semaine après l'hospitalisation en service d'urgence. Il y a des autres hôpitaux où on hospitalise à peu près deux tiers de tous les patients. Il n'y a aucune relation entre la probabilité d'être admis à l'hôpital et morbidité, mortalité, complications après l'événement. Voilà un peu pour vous montrer un peu en plus de détails. C'est un problème en croissance. Depuis 2002 jusqu'à 2007, ça a augmenté jusqu'à 18 500 environ. En 2010, on est rendu à 20 500 et ça augmente d'année en année le nombre de patients qui présentent en fibrillation auriculaire. Les patients en moyenne ont à peu près 70 ans d'âge. Un peu surprenamment peut-être, que la moitié sont femmes, la moitié sont hommes. Dans tous les papiers que vous allez lire, dans les livres, on décrit que la AFA est plutôt un problème des hommes. 2 tiers sont hommes, 1 tiers sont femmes, mais
À mon avis, la raison, c'est parce que les hommes, s'ils vont souffrir de la FA, vont souffrir à un âge un peu plus jeune. Alors, les patients qui viennent se plaindre dans la clinique sont plutôt hommes que femmes, mais si on voit tous les patients en urgence, c'est moitié-moitié hommes et femmes. La chose importante, que c'est jusqu'à, vous avez la troisième ligne en bas, vous allez voir, d'année en année, à peu près 15% vont retourner à revisiter le système de soins d'urgence pour une récidive de fibrillation auriculaire. Après un an, c'est encore plus. C'est environ de 20 à 25% des patients vont retourner à la même urgence ou une autre urgence pour le même problème. Alors, si on avait un moyen d'éviter ce genre de, on dit en anglais, bounce back, d'éviter ce retour à l'hôpital, on pourrait réduire assez facilement le nombre de patients qui doivent être traités en urgence au moins d'environ 15%, peut-être 20% ou 25%. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais vous donner un exemplaire. Ça vient de la Hollande. C'est un groupe hollandais qui vient c'est pas encore publié, mais c'est présenté. Je vous vais montrer les diapos qu'ils ont montrés l'année dernière en Europe. C'est le progrès ou le rapport d'un groupe spécialisés qui gèrent la fibrillation auriculaire. C'est médecins, infirmières, pharmaciennes ou pharmaciens qui travaillent ensemble pour gérer tout un groupe de patients avec la fibrillation auriculaire. Ils ont tout un programme. Le programme est basé sur l'effort des infirmières et des infirmières cliniciennes. C'est basé sur le traitement selon les lignes directrices. Ils ont des systèmes informatisés pour aider la gestion de ces patients et c'est supervisé par des cardiologues, mais ce n'est pas les cardiologues qui sont les traiteurs en première ligne. Et l'hypothèse, c'est si on traite tous les patients d'une façon systématique, on peut réduire les événements secondaires. Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est le diapo qui vient de leur présentation. Ils traitent tout le patient, pas seulement la fibrillation auriculaire. Ils vont traiter leur hypertension, gérer l'anticoagulation. S'ils ont besoin de pacemaker, l'ablation, médicaments, ils vont gérer tout ça. Ils vont éduquer les patients, un aspect très important. Si les patients sont, par exemple, ils ont le tabagisme, ils vont les aider à arrêter de cesser de fumer si possible, etc. Gérer les cardioversions. Ils font tout ce travail. Et en fin de compte, ils vont baisser tous les événements majeurs, c'est-à-dire événements, morbidité majeure, mortalité, d'environ de 6%. Je vais vous montrer tantôt quels sont les événements qu'ils ont évités en ayant ce genre de programme de système de santé, comparant d'une façon randomisée à usual care, c'est-à-dire retour à leur système de santé ordinaire avec les omnipraticiens dans la communauté. La probabilité d'être réhospitalisé est abaissée de 19 jusqu'à 13%. C'est une différence énorme, beaucoup mieux qu'on peut achever avec des autres traitements cardiovasculaires. Même la mortalité est abaissée par 2%. C'est peut-être un peu surprenant, pas facile à comprendre, mais c'est l'observation. Voilà un peu le genre de complications qu'ils ont évitées en ayant ce système de gestion par groupe. Moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, moins de problèmes avec la warfarine. C'était dans l'ère de warfarine, c'était avant les anticoagulants plus modernes, c'était publié à peu près 1 an et demi. Alors, moins de problèmes avec l'anticoagulation, moins de CVA, pas moins d'infarctus, à peu près le même nombre d'infarctus, mais moins d'insuffisance cardiaque. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ce genre de système au Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu compliqué et c'est peut-être un peu cher d'avoir les systèmes aussi bien organisés qu'ils ont en Hollande. J'espère qu'on va achever ce genre de système, mais peut-être pas demain. Mais il y a des aspects de ce genre de gestion que je pense qu'on peut émuler assez facilement. Premièrement, et nous prenons ça très, très sérieusement dans la clinique où je travaille, mais maintenant un peu partout au Canada. Je pense, dès du départ,
on a besoin, comme communauté, de développer les programmes d'éducation pour les patients, non seulement éducation par écrit, mais par site web, par clé USB, par YouTube, comme on peut le faire. Dans notre clinique à nous, on a à peu près une fois par mois, notre clinicienne, l'infirmière clinicienne, rassemble à peu près une trentaine de patients et on a une soirée où on leur donne des biscuits et du café, pas de l'alcool, mais des biscuits et du café, et on va expliquer aux patients ce qui se passe avec leurs problèmes. C'est un genre d'éducation en groupe pour la fibrillation auriculaire. Il y a beaucoup de moyens de faire ça, mais l'aspect important, à mon avis, c'est d'avoir quelques formes, plusieurs formes, autant que possible, d'éducation pour les patients. Deuxièmement, je pense que les infirmières, même les médecins, les omnipraticiens pourront profiter si on peut décrire des algorithmes pour simplifier la gestion des patients, parce que si on lit les lignes directrices, on a trop de choix. À mon avis, pas trop de choix, mais on a beaucoup de choix. Les lignes directrices sont de 250 pages, sont très compliquées et pas faciles pour les gens qui ne sont pas habitués à traiter quotidiennement ce genre de patients. Les lignes directrices ne sont pas faciles à suivre. Et des améliorations de système de santé que je vais décrire tantôt. Alors, seulement pour vous donner quelques petits exemplaires, nous, on donne à nos patients une reproduction de ce qu'on peut avoir du journal Circulation. Chaque mois, ils ont une page qui est écrite Cardiology Patient Page, et chaque mois, c'est un problème différent. Ça, c'était publié, je pense, en 2009 ou 2010. C'est A Patient's Guide to Living with Atrial Fibrillation. Alors, on donne ça à chaque patient, à chaque patiente souffrant de l'AFA. Deuxièmement, on donne un petit bouquin qui est préparé par notre groupe, qui s'appelle For Patients with Atrial Fibrillation. Et on a quelques chapitres. J'ai décrit le chapitre. Et puis maintenant, notre infirmière clinicienne est en train de travailler avec un réseau d'infirmières partout dans le Canada. Il y a 16 cliniciennes infirmières. Parmi eux, il y a quelqu'un à l'Institut de cardiologie de Montréal et à l'Institut de cardiologie de Québec, mais je vous invite, si vous voulez de me parler, je peux vous mettre en contact avec ce réseau d'infirmières. Ils sont à peu près entre 16 et 20 infirmières spécialisées dans la FA qui travaillent ensemble en ce moment à refaire le bouquin, le faire d'une façon un peu plus détaillée. Et j'espère qu'on pourra, dans 3 mois ou 6 mois, les 6 mois qui viennent, avoir un seul bouquin, et ce n'est pas encore traduit en français, mais pour l'instant, ou dans des autres langues, évidemment, on aimerait le faire traduire. Pour l'instant, c'est en anglais. Mais ce qu'on veut faire, c'est on aimerait donner le même bouquin à chaque patient dans tout le pays qui souffre de l'AFA. Dans ce cas, ils auront tous la même communication. Et on a également un autre bouquin que nous avons préparé nous-mêmes à l'hôpital Saint-Michel. Pour l'instant, ça fait 2-3 ans, chaque patient reçoit ce bouquin, c'est à peu près à 10 pages, qui décrit tous les traitements que nous offrons nous-mêmes, mais ça va être remplacé par ce bouquin qui sera un bouquin plutôt national. Ce diapo est mal reproduit, mais c'est seulement pour vous décrire un algorithme qu'on est en train maintenant de discuter avec nos collègues omnipraticiens dans notre communauté pour faciliter la façon dont ils gèrent la fibrillation auriculaire. Alors, si tout va bien, dans les quelques semaines qui viennent, chaque patient qui part notre urgence à l'hôpital Saint-Michel et également dans des hôpitaux à Toronto, l'omnipraticien va recevoir dans une semaine ou moins une lettre qui va décrire les détails de l'hospitalisation, les détails du patient et des suggestions pour faire le suivi du patient pour traiter au début troubles de rythme en réduisant la fréquence. Et ça, c'est l'algorithme pour gérer le rate control. Et si les choses vont mal, là, on va suggérer qu'ils vont référer les patients à notre clinique spécialisée dans l'AFA. Alors, les détails ne sont pas tellement importants, mais seulement pour démontrer, pour donner aux collègues qui ne traitent pas quotidiennement la fibrillation auriculaire, pour leur donner des outils pour gérer plus facilement, avec moins d'effort cérébral, le problème. Ça vient de l'algorithme également. C'est un peu compliqué comme c'est décrit sur le diapo, mais l'idée, c'est de leur donner un genre
d'algorithmes par étape, step 1, step 2, step 3, etc. Comment gérer chaque patient avec fibrillation auriculaire et s'ils ont un problème, de les référer à une clinique spécialisée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On a fait un petit bilan de ce qui se passe aujourd'hui ou l'année dernière, pour vous dire la vérité, c'est parce qu'on a commencé déjà notre programme. Qu'est-ce qui se passe dans les soins d'urgence? Je ne sais pas ce qui se passe au Québec, mais je sais qu'à Toronto, c'est un petit exemplaire de l'envergure du problème. C'est un peu une duplication des données que je vous montrais auparavant, mais seulement vous montrer un petit peu des choses un peu différentes. Voilà 4 hôpitaux à Toronto. Il y a St. Michael's, St. Joseph, Sunnybrook et TSH, c'est l'hôpital à Scarborough. En tout, les 4 hôpitaux représentent environ 1500 visites par année pour FA. L'âge moyen était toujours encore environ 70. Dépendant de l'hôpital, il y a plus ou moins d'hommes ou femmes. Pas une faible, une assez grande minorité de patients viennent à l'hôpital par ambulance. À mon avis, ça devrait presque jamais être nécessaire d'appeler une ambulance. Si les patients sont bien instruits, ils n'ont pas besoin d'appeler une ambulance, ils ne sont pas en danger mortel quand ils ont une récidive de fibrillation auriculaire. Je dis à chaque patient, à chaque reprise qu'ils reviennent en clinique, je leur dis, vous n'allez pas avoir un infarctus, vous n'allez pas mourir, ce n'est pas urgent que vous ayez à l'hôpital. C'est également possible, s'il y a une possibilité, de faire une visite en externe à une clinique, à l'hôpital pour vous faire traiter. Ce n'est pas tout à fait nécessaire, pas tout le temps, c'est nécessaire d'aller directement en soins d'urgence. Et on a découvert qu'environ entre 5 et 15 % des patients ont des visites récidives au même hôpital dans la même année. Ça, c'est un peu compliqué, mais c'est seulement pour vous montrer un peu. On est en train d'étudier en même détail la proportion des patients qui reçoivent de l'anticoagulation, comme décrite par les lignes directrices. Et c'est à peu près un quart des patients. Je vais vous dire dès le début que 80 % de ces patients ont déjà eu une diagnose de FA avant de cette première visite. Alors, les médecins étaient déjà au courant que ces patients souffraient de l'AFA, et malgré du fait qu'on s'attendait qu'à peu près, disons, entre 2 tiers et 80 % de ces patients devraient recevoir l'anticoagulation pour la prévention des thromboembolies avant même d'arriver en urgence. Seulement à peu près un quart des patients ont été traités sous warfarine, et parmi eux, il y en avait un nombre pas tellement faible qui avait soit un INR qui était trop bas ou trop haut. Alors, la gestion de prévention des thromboembolies, il y a des bonnes possibilités à améliorer ça. Ça, c'est pas important. Je vais finir par essayer de vous convaincre. J'espère que je peux vous convaincre que pour l'instant, la gestion de l'AFA n'est pas efficace. Je ne vous ai pas dit, mais c'est une donnée peut-être importante. En Ontario, si une patiente arrive en urgence aujourd'hui avec la AFA, la probabilité qu'ils vont voir n'importe quel médecin dans 60 jours est de 50 % après avoir été libéré de l'hôpital. C'est-à-dire, les médecins en urgence donnent toujours le conseil aux patients, allez voir votre médecin à vous, votre cardiologue, votre omnipraticien, tout de suite, mais la moitié des patients, personne ne le voit. Alors, il n'y a pas de changement de traitement, il n'y a pas d'instruction aux patients. Évidemment, ils vont revenir la prochaine fois qu'ils auront un problème. La gestion de la fibrillation auriculaire, c'est pour ça que je vous félicite pour ce que vous essayez de faire. C'est très, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est très fragmenté. On voit souvent des patients qui ont 2, 3, 4 médecins qui le voient, mais pas d'une façon consécutive. Alors, et les médecins, les infirmières ne se parlent pas entre eux. Il n'y a pas un moyen de communiquer entre soignants ou soignantes ce qui se passe avec les patients. Et ça, c'est une autre chose qu'on travaille beaucoup là-dessus. On n'est pas encore arrivé à la cible, mais on travaille beaucoup de savoir comment pouvoir communiquer avec tous les soignants les données saillantes pour que le patient ait un traitement consécutif et stable. Malheureusement,
Le traitement n'est pas toujours basé sur les lignes directrices. Évidemment, là aussi, on a beaucoup de travail à faire. Et puis, je n'ai pas eu le temps de discuter en détail, mais un des plus grands problèmes pour lesquels les patients sont admis à l'hôpital à cet instant même, c'est parce que les médecins ont peur de ne pas pouvoir gérer l'anticoagulation comme il faut. Maintenant qu'on a des nouveaux médicaments où on n'a pas besoin de faire les mesures fréquentes des échantillons de sang pour faire le INR, j'espère que ça va améliorer. Alors, comment est-ce qu'on, je pense que c'est le dernier diapo. Comment est-ce qu'on peut améliorer la façon de traiter l'AFA? C'est évidemment un travail qu'on fera ensemble dans les années qui viennent. On ne va pas changer tout le monde dans un instant. Mais à mon avis, ça, c'est les aspects les plus importants pour améliorer les systèmes de santé, pour la gestion de ces patients et le traitement en fin de compte de ces patients. Première, la chose importante, c'est communication. Deuxième, c'est communication. Troisième, c'est communication. C'est toujours communication. C'est parce que les données saillantes sont toujours présentes quelque part en, je ne sais pas comment dire en français, en cyberspace. Les données sont décrites dans le dossier, dans quelques dossiers, quelque part. Le problème, c'est que le médecin, l'infirmière traitante n'a pas le dossier devant lui, devant elle, avec toutes les données qu'il faut savoir pour traiter le patient comme il faut. Alors, on doit développer un système où le patient a seulement un dossier. Évidemment, ça, c'est facile à décrire, c'est difficile à faire, mais on devrait trouver un genre de communication où le patient a seulement un dossier et tout le monde, tous les traitants ont l'opportunité de regarder le même dossier. Deuxième chose, il faut beaucoup plus travailler à éduquer les patients. Nous, on prend très sérieusement l'aspect de l'éducation pour, premièrement, convaincre les patients qui prennent leurs médicaments. Nous savons déjà que dans grand part, les patients prennent à peu près la moitié de leurs médicaments en maladie cardiovasculaire et de toute autre maladie. Deuxièmement, les patients, quand ils ont des récidives de fibrillation auriculaire, la plupart du temps, ils ne sont pas au courant que c'est un trouble de rythme important, mais pas fatal, qui ne va pas causer un infarctus, qu'ils n'ont pas besoin de courir tout de suite à l'urgence, mais ils auront peut-être besoin de faire un coup de téléphone à quelqu'un qui peut les rassurer, qui peut parler avec eux, qui peut leur dire « ça va, asseyez-vous, relax, et venez nous voir demain ». Et des autres aspects du traitement, on a déjà discuté. Alors, on a beaucoup de travail à faire, mais je pense que tout ensemble, si on fait ça d'une façon systématique, on peut, sans trop de difficultés, beaucoup améliorer les soins de nos patients avec la fibrillation auriculaire. Merci beaucoup.